Bonjour et bienvenue à tous dans cette activité traitant de la diversification au sein d'un groupe d'êtres vivants. La fois dernière, on avait vu ensemble comment est-ce qu'un groupe d'êtres vivants apparaît au cours de l'évolution, donc avec l'exemple de l'Archéoptérix, qui est un fossile. On avait vu sur ce fossile qu'il possédait des caractères qu'on retrouve chez les dinosaures théropodes, a priori disparus, mais sur ce fossile, on trouve également la présence de plumes et d'autres indices qui nous fait penser à un groupe actuel, celui des oiseaux. Donc on peut imaginer que les oiseaux sont des descendants actuels de dinosaures théropodes, avec l'Archéoptérix qui est sur cette ligne évolutive. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'à partir d'un même ancêtre commun à tous les oiseaux, donc qui possédait déjà les caractères qu'on retrouve chez les oiseaux actuels, on a fait pour avoir plusieurs dizaines de milliers d'espèces qui peuplent actuellement la planète. Donc cette diversification du groupe des oiseaux, on va essayer de la comprendre à travers l'activité que je vous propose. Voici les consignes. Dans un premier temps, on nous demande de situer Archaeornithura dans l'un des groupes emboîtés de la classification, justifiant notre choix. Voici le document qui présente Archaeornithura, donc vous avez à gauche son fossile et à droite une liste de ses caractères qu'on va passer en revue. Archaeornithura possédait des membres présents sous le corps, un pied formé de 4 doigts dont un des doigts pointait vers l'arrière. Il possédait des plumes asymétriques, c'est-à-dire que si on observait une plume, le côté gauche et le côté droit ne sont pas le reflet l'une de l'autre, comme dans un miroir. Et enfin, il possédait un bréchet, c'est-à-dire un petit os présent sous la cage thoracique, qui permet l'insertion des muscles qui sont nécessaires au vol. Maintenant qu'on a l'ensemble de ces caractères, on peut essayer de voir où ils se situent dans la classification. Donc voici notre classification qui est donnée sous la forme d'un arbre de parenté avec différentes branches et qui est regroupée dans différentes boîtes. On a la grande boîte des dinosaures qui contient également celle des théropodes, qui elle-même contient celle des oiseaux, qui elle-même contient celle des oiseaux modernes. Cela veut dire que les oiseaux modernes qu'on trouve aujourd'hui sont des dinosaures, mais cela ne veut pas dire que tous les dinosaures étaient des oiseaux modernes. C'est une partie uniquement des dinosaures qui sont aujourd'hui des oiseaux modernes. On va passer en revue donc les différents caractères que possède notre Archaeornithura. Donc on avait dit qu'il possédait des membres sous le corps, donc on peut déjà le ranger dans la case des dinosaures. Il possède également un pied formé de 4 doigts dont un pointé vers l'arrière. Donc en plus d'être un dinosaure, on peut préciser que l'Archaeornithura était un théropode. Il possédait également des plumes asymétriques, tout comme notre Archéoptérix qu'on avait vu la fois dernière, qu'on peut donc ranger dans le groupe des oiseaux, et plus précisément, on peut le ranger dans le groupe des oiseaux modernes, puisque celui-ci possédait un bréchet. Donc on peut répondre à la consigne qui est donnée, l'Archaeornithura est un oiseau moderne, puisque celui-ci possède tous les caractères des oiseaux modernes qui existent actuellement. Nous pouvons donc maintenant passer à la deuxième consigne de l'activité. On nous demande de relier les particularités de chaque espèce d'oiseau du document 3 avec ses conditions de vie. Il y a 4 oiseaux qui nous sont présentés, le héron cendré, le colibri d'Héléna, la chouette effraie et le manchot. Chez le héron cendré, on nous indique que son alimentation est constituée de poissons, grenouilles et petits rongeurs. On nous indique 2 de ses caractéristiques, il possède de longues pattes et un bec poignard. Vous le voyez ici en train de se déplacer dans un étang avec un poisson qu'il a attrapé dans son bec. Deuxième animal, le colibri d'Héléna, on nous indique qu'il se nourrit de nectar de fleurs et qu'il possède un bec en forme de tube et qu'il a des battements d'ailes très rapides. La chouette effraie, on nous indique qu'elle se nourrit de petits rongeurs, vous la voyez d'ailleurs avec une souris dans ses serres à droite. Elle possède une vision nocturne et une ouïe très fine et un vol silencieux. Enfin, le manchot, on nous indique qu'il se nourrit de poissons et qu'il possède un plumage lisse, dense et hydrodynamique. Donc hydrodynamique, ça veut dire qu'il peut facilement se déplacer dans l'eau sans avoir trop de résistance de l'eau, qu'il possède des pattes gouvernail qui lui permettent de revirer de bord et enfin des ailes nageoires. Maintenant qu'on a recensé l'ensemble des particularités de ces êtres vivants, on peut essayer de comprendre quel est le lien entre ces particularités avec leur mode de vie. Plutôt que de faire un paragraphe par animal qui nous est présenté, le plus simple c'est de consigner nos informations dans un tableau. Donc j'ai ici construit un tableau avec 3 colonnes, le nom de l'animal, la particularité qu'il possède et les conditions de vie. Vous avez vu que j'ai déjà rempli une partie du tableau
avec le nom des animaux et leurs particularités. On va essayer ensemble de voir leurs particularités, en quoi est-ce qu'elle est reliée à leurs conditions de vie. Le héron cendré, on a vu que celui-ci se déplaçait par exemple dans les étangs et qu'il chassait des poissons. Donc ces longues pattes, on peut imaginer qu'elles lui permettent de se déplacer dans l'eau plus facilement que s'il avait des pattes courtes. En effet, dans les étangs, il peut y avoir de la vase sur le fond, et le fait d'avoir de longues pattes qui lui servent des chasses, ça lui permet de se déplacer beaucoup plus facilement. Et enfin, ça lui permet d'avoir la tête très au-dessus de l'eau pour pouvoir mieux voir ses proies. Son bec poignard lui sert tout simplement à pêcher, c'est-à-dire qu'en faisant un mouvement de tête vers l'eau, il peut attraper son poisson. Le colibri d'Helena, lui, on avait vu qu'il se nourrissait du nectar des fleurs. Donc son bec en forme de tube peut lui servir à pomper le nectar des fleurs qui peut se trouver au fond de la fleur parfois. Enfin, son battement d'aile très rapide, ça lui permet tout simplement de rester toujours au-dessus d'une fleur en vol stationnaire, c'est-à-dire qu'il va toujours rester à la même position mais continuer à voler pour pouvoir se nourrir du nectar présent dans la fleur. La chouette effraie a une vision nocturne et une nuit fine, si elle lui permet de chasser pendant la nuit, donc le fait d'entendre ses proies de loin et de voir dans le noir, ça lui permet de plus facilement les repérer. Et enfin son vol silencieux, on avait vu que la chouette effraie se nourrissait de rongeurs, or les rongeurs c'est des animaux qui sont plutôt craintifs. Donc le fait de faire un vol silencieux, ça veut dire que ces animaux-là, les rongeurs, ne vont pas l'entendre venir, et ça lui permettra plus facilement de réussir sa chasse. Le manchot, enfin, ces trois caractéristiques sont liées avec donc son alimentation et son habitat, puisque le manchot, on avait vu qu'il se nourrissait de poissons, mais contrairement au héron, celui-ci ne les chasse pas en se promenant dans l'eau, mais en étant à l'intérieur de l'eau. C'est-à-dire qu'il va nager sous l'eau et pas se déplacer en marchant sur le fond de la mer. Donc le manchot, son plumage lisse, dense et hydrodynamique, ses pattes gouvernail et ses ailes nageoires lui permettent de se déplacer dans l'eau, donc de nager, pour pouvoir attraper les poissons dont il se nourrit. On peut maintenant conclure quant à l'activité qu'on vient de réaliser. Donc la diversification au sein d'un groupe d'êtres vivants, ça consiste en quoi? À partir d'un ancêtre commun qui possède les caractères qu'on retrouve chez tous ses descendants, donc par exemple les caractères qu'on avait retrouvés chez l'Archaeornithura, qu'on retrouve donc chez tous les oiseaux modernes, on peut observer différents oiseaux qui existent à l'heure actuelle, donc par exemple le héron cendré, le colibri d'Helena, la chouette effraie et le manchot. Comment est-ce qu'on est passé d'un même ancêtre commun à plusieurs espèces différentes? Tout simplement car au cours de l'évolution, il y a des caractères qui sont apparus, différents entre une espèce et l'autre. Par exemple, le héron a de longues pattes, ce qu'on ne retrouve pas chez la chouette, ni chez le manchot, ni chez le colibri. De même pour le colibri qui possède un bec en forme de tube qu'on ne retrouve chez aucun des autres trois animaux présentés ici. Donc ces caractères-là apparaissent chez certains êtres vivants et c'est en lien avec leur mode de vie. Autrement dit, on part d'une espèce qui est l'ancêtre commun et cet ancêtre commun a eu plusieurs descendants différents. Chez certains, des caractères sont apparus en lien avec un certain mode de vie. Chez d'autres, d'autres caractères sont apparus en lien avec d'autres modes de vie. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée.